avec Cécilia Samieri sur régime alimentaire et santé cognitive. Donc Cécilia travaille sur l'épidémiologie nutritionnelle et sa relation avec le vieillissement. C'est Pascal Barberger-Gâteau qui avait développé ce thème à l'intérieur de l'ISPED et qui est repris avec un flambeau vraiment important par Cécilia, Catherine et bien d'autres. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui vous concerne tous, la nutrition et le vieillissement cérébral qui vous concerne ou vous concernera probablement bientôt. J'ai changé un petit peu le titre pour faire quelque chose d'un peu plus général, peut-être que les profils alimentaires. Alors, je crois qu'on ne peut plus aborder la thématique du vieillissement cérébral sans parler de dynamique et d'épidémiologie vie entière, comme pour beaucoup de maladies chroniques d'ailleurs. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le cerveau se développe dans l'enfance, bien évidemment, et jusqu'à l'âge de 20 à 30 ans pour certaines régions et certaines connexions, avant de décliner très progressivement, de s'atrophier très progressivement avec l'âge. Et c'est aussi vers l'âge de 20 à 30 ans que les performances cognitives commencent à décliner de manière très très subtile et que des lésions commencent à s'accumuler très progressivement dans le cerveau, des lésions vasculaires et puis des lésions éventuellement de type Alzheimer chez des sujets à risque génétique. Et c'est l'interaction de ces deux processus, c'est-à-dire une fragilisation du cerveau avec une atrophie très progressive avec l'âge et puis une accumulation de lésions qui conduit certaines personnes aux âges mûrs, après 65 ans, à développer une démence. Alors la démence, c'est une pathologie du vieillissement cérébral extrêmement importante, qui touche 2 à 4% des personnes à 65 ans et dont la prévalence augmente de manière importante avec l'âge pour toucher 15% des personnes à 80 ans par exemple. Donc, vous savez tous que c'est un fardeau très important de nos populations qui vieillissent, avec, on estime aujourd'hui, 36 millions de personnes atteintes dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser ce processus? Y a-t-il des choses à faire en prévention éventuellement? Donc, ce qu'on sait, c'est qu'un cerveau mieux développé en volume et en connectivité aura plus de capacité de réserve pour lutter contre les lésions. Et donc, il s'atrophiera moins vite avec l'âge et les performances cognitives déclineront moins vite, ce qui probablement retardera le diagnostic de démence. Et puis évidemment, si on pouvait éviter l'accumulation des lésions, limiter avec des stratégies de prévention, ça aurait un impact important sur le développement de la démence, bien sûr. Donc les clés de la physiopathologie de la démence, en fait, selon moi, elles sont au moins de 3 ordres. D'abord, évidemment, les lésions, on vient d'en parler, alors les lésions de type Alzheimer, amyloïdes et tau, mais aussi les lésions vasculaires qui sont très fréquentes avec le vieillissement normal et qui semblent aussi contribuer de manière importante à la pathologie Alzheimer. Et puis l'inflammation et le stress oxydant qui sont les deux grands mécanismes qui accompagnent à la fois le vieillissement normal et puis bien évidemment le vieillissement pathologique et la démence. La réserve, on vient d'en parler, est une des deux autres très grandes composantes impliquées dans la démence et dans l'Alzheimer. Et cette réserve, en fait, elle reporte sur un concept un peu plus global qu'on appelle la plasticité cérébrale, qui est cette capacité qu'a le cerveau à s'adapter et à se remodeler en réponse à certains stimuli environnementaux. Alors cette plasticité, elle est structurelle et elle est fonctionnelle à l'échelle de l'organe, et puis elle existe aussi à l'échelle cellulaire, c'est la plasticité neurovasculaire. Et la troisième grande composante qui joue dans ce vieillissement cérébral, c'est le temps. Cécile en a beaucoup parlé et c'est pour ça qu'on développe des collaborations très étroites avec les biostatistiques. C'est que sans cette dynamique temporelle, en fait, ces deux composantes, lésions et réserve, elles interagissent ensemble de manière dynamique, probablement avec des relations causales aussi, et que la compréhension de ces évolutions temporelles tout au long de la vie est probablement une des clés de la meilleure compréhension de la maladie. Et c'est là où l'épidémiologie va être absolument essentielle, et notamment l'épidémiologie observationnelle. Alors, quelles sont, du coup, en partant de ce contexte un peu général, quelles seraient les clés pour la prévention? Alors, on repart du temps et on peut parler de fenêtre temporelle pour la prévention. Et ce qui se passe, c'est que la plupart des travaux conduits jusqu'alors se sont intéressés aux fenêtres tardives, après 65 ans, parce qu'évidemment, ce sont les âges où les gens tombent malades, où on a des événements et où on
peut avoir la puissance statistique pour détecter les choses. Mais on sait aujourd'hui qu'il va falloir s'intéresser à des fenêtres temporelles beaucoup plus précoces au cours de la vie pour les raisons que je viens d'évoquer. Et puis, une autre clé probablement pour la prévention, c'est de travailler sur les bonnes cibles mécanistiques. Alors, beaucoup de travaux se sont intéressés en fait à un seul mécanisme. Comme c'est très complexe et qu'il y a plusieurs composantes physiopathologiques qui sont impliquées, bien sûr, la recherche, elle fait ce qu'elle peut. Donc, beaucoup de gens se sont intéressés, par exemple, à la cascade amyloïde dans l'Alzheimer. Et aujourd'hui, on a vraiment des arguments pour penser qu'une approche préventive efficiente, efficace, devrait probablement cibler plusieurs mécanismes, voir si c'est possible, à la fois la charge lésionnelle et les capacités de réserve. Et c'est là à nouveau où l'épidémiologie d'observation va être intéressante parce qu'elle va nous permettre de travailler sur les facteurs de risque environnementaux. Alors la bonne nouvelle avec ce modèle, c'est qu'il y a une grande fenêtre temporelle, vous le voyez, hein, pour agir en prévention si on voulait. Mais le problème, c'est que toute cette dynamique très complexe, elle est probablement liée à de multiples facteurs de risque environnementaux, enfin qu'on commence à connaître, hein, mais il y en a une bonne dizaine. Et tout ceci étant en interaction avec la génétique, c'est extrêmement compliqué de mettre en évidence les mécanismes impliqués. Et l'épidémiologie va avoir pour objectif, en tout cas d'un point de vue étiologique, de comprendre l'ensemble des expositions environnementales auxquelles un individu a été soumis au cours de sa vie. Et tout ceci étant en interaction avec le génome et le microbiome d'un individu, cela va déterminer les trajectoires physiopathologiques et déterminer probablement le risque de développer une démence aux âges mûrs. Alors l'étude de l'exposome, c'est bien évidemment très compliqué. Hein. Il s'agit de comprendre grossièrement quelles sont l'ensemble des expositions environnementales auxquelles les personnes ont été exposées au cours de leur vie, ou de disposer éventuellement de biomarqueurs de ces expositions, si possible à différents temps. Hein. Si l'on pouvait aussi avoir éventuellement le génome entier des individus et leur microbiome et comprendre comment tout ceci interagit ensemble, on pourrait enfin comprendre les déterminants qui expliquent la variabilité de ce qu'on appelle le phénome, qui est soit des symptômes d'une maladie, soit des signes du fonctionnement normal des organes. Alors moi, dans tout cela, je m'intéresse à l'exposome alimentaire, qui est une petite partie de l'exposome et qui est lui-même déjà très compliqué. Alors ce qu'on fait en épidémiologie nutritionnelle, c'est qu'on a pour habitude de travailler avec différentes approches complémentaires pour essayer de comprendre les phénomènes. Historiquement, on a travaillé sur les nutriments candidats parce que c'est sur eux qu'on a les évidences mécanistiques qui ont été apportées par les études chez l'animal, les études précliniques et pour lesquelles on a beaucoup de recul. Mais on travaille également au niveau des expositions sources de ces nutriments, donc les apports alimentaires et puis plus globalement même les typologies alimentaires. Et tout cela pour deux raisons en fait. C'est que d'abord, travailler sur les sources de ces nutriments, donc les apports alimentaires et les typologies alimentaires, ça va être la base des recommandations de santé publique. On va avoir du mal à formuler des recommandations de santé publique sur un nutriment spécifique. Par contre, au niveau des profils alimentaires, ce sera beaucoup plus intéressant. Mais ça a aussi une raison biologique de travailler avec ces deux approches-là, c'est qu'on pense que tous ces nutriments isolés, là, ont probablement des effets additifs et synergiques qu'on retrouve dans la matrice alimentaire et qui ont peut-être, probablement, un impact plus important sur la santé et sur les maladies. Alors, les mécanismes qui relient les différents nutriments au cerveau sont nombreux, ils sont très bien documentés dans les études animales et je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails là. Un bon modèle de nutriments, ce sont les oméga-3 qui sont des acides gras polyinsaturés. Pourquoi c'est intéressant pour le cerveau? Ça, c'est parce que le cerveau est constitué à 50 à 60% de lipides et majoritairement polyinsaturés, ces lipides. Et ces lipides polyinsaturés vont être incorporés dans les membranes des neurones, où ils vont participer à la fluidité des membranes et jouer un grand nombre de rôles mécanistiques et puis être impliqués dans différents mécanismes. Alors ici, je vous ai listé différents mécanismes qui ont été attribués aux oméga-3. Ceux-ci sont particulièrement intéressants, hein, l'implication des oméga-3 dans la neurogénèse et la plasticité synaptique, mais ce n'est pas spécifique du tout des oméga-3, puisque d'autres nutriments, comme la vitamine D par exemple, ont des propriétés étayées chez l'animal sur la neurogénèse. Alors, y a-t-il une évidence issue des études épidémiologiques observationnelles pour penser qu'il y a une relation entre la nutrition, comment on s'alimente,
et le risque de développer une démence ou un déclin cognitif avec l'âge. Alors, on va parler que des profils alimentaires aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails. Et un des profils alimentaires peut-être le plus connu du grand public et probablement de vous aussi, c'est le fameux régime méditerranéen, dont vous savez qu'il est associé à des apports plus élevés en produits d'origine végétale, moins d'apports d'origine animale qui apportent des graisses saturées, donc les viandes et les produits laitiers, des apports conséquents en poissons pour leur richesse en acides gras polyinsaturés, et puis l'huile d'olive comme principale source de lipides ajoutés, qui est tout à fait intéressante pour sa richesse en acides gras monoinsaturés et en différents antioxydants. Et l'intérêt de cette alimentation, c'est qu'elle va apporter tous les nutriments dont on sait qu'ils ont des rôles absolument essentiels pour le cerveau, pour le fonctionnement cérébral normal, mais aussi pour les maladies cérébrales. Alors dans l'équipe, quand Pascal était encore là, on a publié, c'est un article de Catherine en 2009, ça fait quelques temps maintenant, un des premiers papiers, des premières études épidémiologiques sur la relation entre l'adhérence au régime méditerranéen et le déclin cognitif. C'était dans l'étude 3C sur les 4 premières années de suivi. Donc Catherine a mesuré l'adhérence à l'alimentation méditerranéenne quasiment à l'inclusion dans la cohorte à partir d'un score à 9 points qui est calculé grâce à un fréquentiel alimentaire. Alors je ne rentrerai pas dans les détails, mais l'idée c'est de coder positivement dans ce score les apports des composantes dites bénéfiques dans le régime méditerranéen, donc tout ce qui est apport, tout ce qui est fruits, légumes secs, etc. Coder négativement les composantes délétères, donc viande et produits laitiers, et l'alcool qui code positivement dans ce score lorsque la consommation est modérée. Et on a retrouvé une association entre l'adhérence au régime méditerranéen et une diminution de la pente de déclin cognitif dans la cohorte 3C. Alors la magnitude clinique n'était pas exceptionnelle, mais ça avait quand même le mérite d'être là et d'être significatif, même si c'est plus la mode de parler de significativité. Ensuite, depuis ces premiers travaux, bien sûr, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites dans le monde, mais les méta-analyses sont peut-être un peu moins cohérentes que ce qu'on a trouvé dans ces premiers travaux. Et là, vous voyez ici une des dernières méta-analyses sur le régime méditerranéen et le déclin cognitif qui montre un effet significatif sur la cognition globale, mais pas sur la mémoire. Alors, je suis en partie responsable avec 2 travaux que j'ai conduits en postdoc aux États-Unis où je n'ai pas retrouvé d'association significative sur la pente de déclin. Donc vous voyez sur le régime méditerranéen des choses très intéressantes, pas toujours reproduites dans la littérature. Alors y a-t-il d'autres approches que le régime méditerranéen? Il y en a plein, je ne vais pas les passer en revue ici. Une approche intéressante qui a été développée récemment aux États-Unis par Martha Claire Morris a été d'essayer d'imaginer une typologie alimentaire dans le but de prévenir les pathologies démentielles. Donc Martha Claire Morris s'est dit on va imaginer l'alimentation idéale pour la prévention des pathologies du cerveau. Et elle a appelé ça le Mind Diet. Et ce Mind Diet, en fait, c'est le croisement entre le régime méditerranéen et le DASH Diet, qui avait été développé pour la prévention de l'hypertension. Ça ressemble fort au régime méditerranéen avec les différences que j'ai indiquées là par des étoiles. Il y a une emphase qui est faite sur les apports en légumes verts à feuilles qui apportent des folates, des vitamines B9, tout à fait intéressantes pour le cerveau. Une consommation importante de fruits rouges et de baies pour leur richesse en polyphénol, un apport régulier en noix, qui sont des aliments très intéressants aussi, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, mais avec des effets santé importants. Et puis, en comparaison avec le régime méditerranéen, il y a plus d'aliments à éviter dans le Mind Diet. Il s'agit de vraiment éviter les consommations importantes de tout ce qu'on aime bien pour le goût mais qui n'est pas bon pour la santé, les bonbons, fromage, pâtisserie et toutes les fritures, etc. Alors y a-t-il une évidence épidémiologique sur une association entre ce Mind Diet et puis les pathologies démentielles? Alors très modérée, parce qu'en fait la seule étude qui a vraiment regardé ça, c'est la cohorte de Martha Claire Morris, et dans la Rush Memorial Aging Project, donc à Chicago, Martha Claire et puis ses co-investigateurs ont trouvé des associations significatives entre l'adhérence au Mind Diet à baseline dans la cohorte et un moindre risque de développer un Alzheimer.
Alors il faut voir qu'en fait, dans ce papier-là, elle comparait avec le régime méditerranéen et que finalement les associations étaient assez peu différentes, moi je trouve, mis à part dans le deuxième tertile ici de SCORM, enfin bon. Il n'empêche que Martha Claire Morris a obtenu un très gros financement du NIH pour faire une étude d'intervention sur ce Mind Diet qui est en cours, et que Maud me disait que, Maud Wagner, qui est notre doctorante avec Cécile actuellement à Boston, me disait qu'on parlait énormément de ça en ce moment aux États-Unis, à la radio, etc. Donc, bon, il y a beau avoir très peu de preuves épidémiologiques, il y a quand même une étude d'intervention qui a été initiée et ça a été très médiatisé. Alors, passons aux études d'intervention. Y a-t-il des preuves concrètes d'une relation causale entre la nutrition et puis la démence et les pathologies associées? Alors, clairement, en termes de suppléments nutritionnels, l'évidence est insuffisante. C'est ce qui a été conclu récemment par cette revue systématique du NIA, qui a revu tous les essais cliniques méthodologiquement corrects et qui dit que la preuve est clairement insuffisante. Il y a des essais qui ont marché, d'autres non. Et c'est ce que concluent aussi les méta-analyses. Ici, vous avez l'exemple des oméga-3 et de la cognition, où on voit clairement qu'il n'y a pas d'effet évident. Alors, je modérerai un petit peu ces conclusions extrêmement négatives en parlant de deux essais qui montrent des choses un petit peu prometteuses. Le premier essai, c'est l'essai qui a été mené par Nutricia sur un composé multinutriments qui s'appelle Fortacine Connect, qui combine 11 nutriments censés promouvoir la synthèse synaptique. Et cet essai a été mené dans l'Alzheimer prodromal. Il faut savoir que c'est un des premiers essais en fait, dans le champ de l'Alzheimer sur l'Alzheimer prodromal. Donc c'était vraiment tout à fait intéressant. Alors malheureusement, l'essai était négatif sur le critère principal, qui était un score cognitif composite, mais il y avait un effet tout à fait intéressant sur deux critères secondaires, la CDR Sum of Boxes et l'atrophie hippocampique. Donc ça, je pense que ça mérite, cette approche multinutriments mérite vraiment de continuer à être investiguée, notamment dans l'Alzheimer prodromal. Un autre essai qui a montré des choses tout à fait prometteuses, c'est l'essai espagnol Predimed, dont vous avez peut-être entendu parler. L'idée c'était de promouvoir, de prévenir les maladies cardiovasculaires avec un régime méditerranéen. Et dans une étude ancillaire de cet essai sur la cognition, menée dans un seul centre à Barcelone, les investigateurs espagnols ont retrouvé un effet protecteur sur le déclin cognitif de l'alimentation méditerranéenne. Alors évidemment, c'est 300 sujets, c'est un seul centre de l'essai, donc ça nécessite d'être répliqué absolument. Donc, mis à part peut-être ces deux choses récentes, la causalité n'est pas démontrée. Alors, est-ce qu'on peut avancer sur le sujet et continuer à travailler sur la question? Moi, je pense que oui. Si on retourne à la slide 7 de tout à l'heure, on avait parlé de fenêtres temporelles et on avait parlé de cibles mécanistiques. Et là, je pense que le retour à l'observation peut être intéressant. En particulier, les preuves mécanistiques chez l'homme peuvent être apportées grâce aux biomarqueurs, notamment en imagerie cérébrale. Alors vous avez ici un exemple qu'on a mené dans l'étude des 3 cités, où on a corrélé l'adhérence au régime méditerranéen à une préservation de la connectivité structurelle cérébrale 8 ans après l'évaluation nutritionnelle. Et tout ça, c'est fait par imagerie cérébrale. Et les zones préservées sont toutes les zones colorées que vous voyez sur ces scans. Donc évidemment, ce n'est pas de la causalité, mais en tout cas, on a des arguments mécanistiques supplémentaires où il semble que la substance blanche semble impliquée et la qualité des connexions de fibres qui connectent les zones de gris. Alors, un des grands médiateurs de la nutrition sur la santé, c'est évidemment la santé cardio-métabolique. Le surpoids, l'hypertension, la dyslipidémie, le diabète ont été associés, sont des facteurs de risque importants de la démence qui ont la capacité de jouer à la fois sur la charge lésionnelle, bien sûr, notamment vasculaire, et aussi sur la plasticité. Et probablement parce que ces facteurs ont un impact fort sur la neurovasculature, qui est un des piliers majeurs de la barrière hémato-encéphalique, cette barrière qui gère les échanges entre le milieu systémique et le cerveau. Et on sait qu'une fragilisation, une perméabilisation de cette barrière qui a lieu pendant le vieillissement et qui a lieu probablement avec ces facteurs de risque-là, pourrait être, sinon une cause, au moins un facteur tout à fait prédisposant à développer une maladie d'Alzheimer. Alors en 2010, l'American Heart Association a
a proposé un nouvel outil basé sur 7 critères pour promouvoir ce qu'ils ont appelé la prévention primordiale, c'est-à-dire l'idée de prévenir les facteurs de risque des maladies plutôt que les maladies en elles-mêmes. Donc cet outil mesure la santé cardiovasculaire dite optimale à partir de ces 7 critères. Donc, ça inclut 3 mesures biologiques. Il s'agit d'avoir une tension artérielle, une cholestérolémie, une glycémie sans traitement à niveau optimal. Et il s'agit d'adopter ces 4 comportements à niveau recommandé: absence de tabagisme, un IMC normal et une alimentation et une activité physique à niveau recommandé. Et dans l'étude 3C, dans ce papier qui est actuellement en cours de publication, on retrouve que pour chaque métrique supplémentaire à niveau optimal à l'inclusion dans 3C, on a une diminution de 10% du risque de démence à 14 ans, avec une association également significative sur le déclin cognitif. Alors, une autre manière d'investiguer la causalité grâce aux études d'observation, c'est de travailler sur les relations temporelles. C'est un des critères de Bradford Hill, hein, vous vous souvenez. On va essayer de voir si la nutrition précède la maladie et comment est-ce que tout cela évolue dans le temps. Alors, ce que nous dit la littérature épidémiologique sur le sujet, c'est qu'il semble que ce soit surtout vers 50-60 ans, à ce qu'on appelle midlife, entre 40 et 60 ans, que les facteurs de risque cardio-métabolique sont associés au risque de développer une démence ultérieurement. On a moins de preuves sur ce qui est alimentation et activité physique parce qu'on manque de données, mais en tout cas, pour ces facteurs cardio-métaboliques, ça semble clair et les choses sont beaucoup moins évidentes aux âges mûrs, probablement en raison de mécanismes de causalité inverse, c'est-à-dire que lorsqu'on s'approche aux âges mûrs, donc de la pathologie démentielle, chez ceux qui vont développer une démence, eh bien, l'évolution infraclinique et insidieuse de la maladie a un impact très important sur le métabolisme, sur la physiologie générale, avec un changement de l'alimentation, etc. Et donc, tout ceci peut être vraiment mis en évidence en modélisant les trajectoires de facteurs de risque au long cours, et c'est ce qu'on développe avec Cécile, notamment dans 3C et dans diverses cohortes. Alors ici, vous avez l'exemple des trajectoires d'IMC qui ont été publiées dans la Whitehall 2 Study par Archana Singh Manu, là, assez récemment. Donc l'idée, c'est de travailler avec un cas témoin, des cas de malades qui ont développé une démence par rapport à des contrôles, et on travaille en temps rétrospectif par rapport au développement de la démence, et on va regarder les trajectoires d'IMC qui précèdent donc le diagnostic au temps zéro. Donc ici, c'était moins 28 ans avant. Et ce que Archana a montré là, dans la Whitehall, c'est que moins 28 ans avant la démence, l'IMC est plus élevé chez les cas que chez les témoins. Donc on est bien dans le sens de l'obésité est un facteur de risque, ou en tout cas le surpoids un facteur de risque de démence. Et puis plus on va se rapprocher du diagnostic de démence, là chez les cas, plus la courbe en fait va s'atténuer jusqu'à passer sous les témoins. Et si vous voyez que l'IMC arrive sous les témoins, moins 8 ans avant le diagnostic. Et donc ça reflète probablement ce dont je vous parlais, la causalité inverse. Donc, loin du diagnostic, on a probablement une relation causale. Je ne suis pas en train d'étudier la causalité, mais en tout cas, c'est une indication. On est dans l'observation, là, et voilà ce qu'on voit. Et ici, on a tout à fait des relations inverses, les relations qui s'inversent. Et ce qui est absolument étonnant, c'est qu'on retrouve exactement la même chose dans l'étude 3C avec Maude, qui est en thèse avec Cécile et moi en ce moment, dans ce papier qui est une presse. On voit l'inversion des courbes à moins 8 ans également, le diagnostic avec beaucoup moins de recul dans 3C, mais malgré tout, on retrouvait exactement le même point de moins 8 ans et on était absolument frappés de retrouver ça. Et si on essaie de prolonger ces courbes un peu plus en amont dans la vie, Maude est en train en ce moment de faire le même travail dans la Nurse Self-Study, une cohorte américaine, une grande cohorte. Alors là, le cas témoin est fait non plus sur la démence, mais sur le déclin cognitif à l'âge de 70 ans. Mais l'idée est la même. Et vous voyez que là, on a, comme dans la Whitehall, des dizaines d'années de recul, 20 ans de recul en termes d'IMC, et on voit très bien que l'IMC est plus élevé chez les cas que chez les témoins. Et on a l'impression, vous voyez que les courbes se rejoignent ici, et si on pouvait prolonger la courbe dans la Nurse Self-Study, on se retrouverait dans cette évolution-là. Donc voilà une illustration du fait que les choses sont compliquées en nutrition et sont compliquées dans la démence. Et je pense que cette idée de modéliser les trajectoires de facteurs de risque au cours de la vie est vraiment essentielle pour mieux comprendre ce qui se passe. Alors il y a de nombreuses questions qui subsistent bien évidemment dans cette thématique, comme dans le domaine du vieillissement cérébral en général.
Je pense que ce qui nous manque là, c'est d'essayer d'estimer les fractions de risque attribuables à l'alimentation. Dans cet article récent du Lancet Neurology, les fractions de risque attribuables ont été calculées pour les grands facteurs de risque de la démence qui sont connus à partir de la littérature et qui sembleraient expliquer jusqu'à 30% des cas de démence. Et vous voyez que la moitié au moins de ces facteurs de risque, diabète, hypertension, obésité, sont très liés à la nutrition. Mais on n'a pas de chiffres pour la nutrition. D'ailleurs, la nutrition ne figure pas là-dedans parce qu'on n'a pas assez de données au niveau mondial pour calculer ça, mais probablement que cette fraction de risque attribuable est importante. Alors dans le grand chapeau des mécanismes et fenêtres temporelles sur lesquels moi je travaille beaucoup, il y a évidemment encore beaucoup de choses à faire. Trouver la fenêtre optimale pour la prévention, bien évidemment. Comprendre comment toutes les expositions, de manière cumulée ou pas au cours de la vie, influencent le risque de démence, c'est évidemment crucial. Et puis comprendre cette histoire de relation causale dynamique dont Cécile a un petit peu parlé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment comprendre les relations causales entre les trajectoires entre les composantes physiopathologiques de la démence, mais projeter les trajectoires de facteurs de risque là-dessus et essayer de comprendre comment tout cela est relié de manière dynamique, c'est absolument essentiel. Ensuite, il y a tout le grand volet, comprendre les interactions avec le génome et le microbiome, mais bon là, voilà, c'est encore tout un énorme domaine à explorer. Identifier éventuellement des nouvelles cibles pour la prévention, ça c'est faisable avec les nouvelles techniques, notamment les omics, et Sophie Lefebvre-Arbogast travaille avec moi en thèse là-dessus. Et enfin, alors je conclus sur quelque chose de beaucoup plus santé publique, mais finalement on s'en fiche un petit peu de tout ça parce que peut-être qu'on sait déjà que la nutrition c'est important de bien manger et que déjà si on arrivait à changer les comportements alimentaires de manière tout à fait simple, on arriverait finalement à diminuer de manière drastique le fardeau des maladies chroniques. Et il se trouve que les recommandations, elles existent, mais qu'elles sont très peu suivies. Et donc je pense qu'il y a vraiment un énorme travail à faire d'un volet plus santé publique là-dessus, en dehors de la compréhension des mécanismes qui doit continuer, bien évidemment. Je vous remercie pour votre attention.